minutes tes comptes. Bien sûr. Alors, on va rappeler pour ceux qui étaient peut-être pas là la semaine dernière, les halakhot un peu piquantes qui sont sorties et qui avaient l'air d'étonner beaucoup de monde. On rappelle que le fameux pain perdu, les brachot, juste un petit rappel sur les chot brachot, le pain perdu, donc le pain récupéré, le vieux pain qu'on a trempé dans du miel et qu'on a fait frire à l'huile, je rappelle que si les morceaux, ils ont un kazaït, c'est-à-dire un petit morceau de, un kazaït de pain, c'est 20 grammes. En principe, on dit 27, mais déjà, à partir de 20 grammes, c'est un kazaït. C'est moti, c'est pas mésonote. Bien que ça a un bon goût de mésonote, c'est moti. Voilà, ça, c'est la première chose. Nous avions dit aussi que quand on achète des biscottes, si on fait des biscottes à la maison, on prend du pain de mie qu'on a acheté en tant que pain, comme le fameux grand lard qu'on trouve beaucoup maintenant. On le passe au four et il vous sort bien, bien croustillant. C'est moti, ça reste moti parce qu'il y a eu un statut de moti dessus. Et par contre, quand on achète des biscottes toutes faites, elles n'ont jamais eu un statut de moti. On l'a mis dans le four sous forme de pâte. Elles sont restées suffisamment longtemps dans le four que lorsqu'elles sortent de manière croustillante sous forme de biscottes. Et donc, la raison profonde, c'est que on n'a pas l'habitude d'être couvert une seouda sur des biscottes comme ça, et donc c'est mésonote. Voilà, une de la faute qu'on a dite la semaine dernière. J'avais dit à chacun d'entre vous de faire attention, de ne pas, dans les repas, pour entourer les bons repas, de faire attention aux quantités de pain de mésonote qu'on mange, parce que si on mange plus que 220 grammes de mésonote, il faut faire moti a priori, et birkat Amazon. Et si on mange moins, qu'on est rassasié, de toute façon, il faut faire moti à lechem acher, sur un autre pain. On ne peut pas faire mésonote et être complètement bien rassasié et finir le repas de mariage comme ça, par exemple. On rentre dans un paquet pour Admor Zaken. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Nous, on prend du pain. Nous, on prend des gâteaux, les pains mésonotes, plus de 220 grammes, et sur lequel on fait moti. Si on prend moins, il ne faut pas être rassasié. Alors, faites attention à ne pas être rassasié. Si vous êtes rassasié, on rentre dans un safek. Donc, de toute façon, ici en Israël, tout est moti. Tout est moti. Voilà, ici en Israël, tout est, il n'y a pas de maisonnote ici, tout est moti. Voilà. On fait moti les khatkhela. Voilà, je sais que ce n'est pas étonnant, mais je l'ai dit la semaine dernière, dans les responsables de Rabbi Feinstein, il dit qu'il faut être très, très attention. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que dans tous les repas, les gens, beaucoup de gens font maisonnote et puis on est bien calé. On ne va pas dire qu'on a, à moins qu'on soit à régime, on est bien calé, on a beaucoup mangé. Donc, pour demander à quel, c'est sûr qu'on est dans le problème. Ouais, c'est sûr. Je ne dis pas certainement pas vers Amazon, puis c'est un safek, s'il a mangé moins que les 220 grammes, mais on a un problème de Amazon, donc c'est un safek de raïta, c'est un vrai problème. Bon, et en passant, on a une ou deux à la route qui ont étonné certains aussi. Sur le citron, on ne fait pas S, on fait chacol. Sur les fruits de la passion, on ne fait pas S, ce n'est pas un arbre, c'est une liane. On fait boré, péri, adama. N'oubliez pas, j'ai vu beaucoup d'erreurs là-dessus. Le fruit de la passion, c'est adama. L'avocat, c'est aetz. L'avocat, c'est aetz. L'avocatier, c'est un arbre. Le cocotier, les noix de coco, c'est un arbre. Par contre, bon, vous savez bien que les bananes, c'est Adama. Et l'ananas aussi, c'est Adama. On les troncs d'une année à l'autre. Donc, ce n'est pas un tronc direct de l'autre. C'est un nouveau tronc. C'est un peu comme les légumes, comme les bananes. Voilà donc quelques halakhot qu'on a pu comme ça d'étudier la semaine dernière. On va commencer donc maintenant. Bon, j'espère qu'il y a suffisamment de monde pour profiter de cette nacha. On va revenir à halakhot Sabbat. Et nous allons étudier ce soir la mlacha, parmi les 39, la mlacha de Kotev, écrire. Dans le Mishkan, quand on confectionnait le Mishkan, vous savez qu'il y avait des krachim, il y avait des poutres, et les poutres étaient toujours redisposées quand on démontait ou remontait dans la même disposition. Donc on écrivait sur les poutres des lettres, Aleph, Bet, Gimel, pour pouvoir ensuite les réintégrer dans la reconstruction dans le même ordre. Et donc on écrivait pour la construction, l'érection du Mishkan, et bien on écrivait. Donc écrire, c'est une des mlachot du Mishkan. Effacer pareil aussi, parce qu'il arrivait par erreur qu'on soit amené à effacer une lettre pour en écrire une autre. Donc effacer aussi. Donc kotev ou mochek, écrire, effacer, ce sont deux mlachot. Minatora, on part du début jusqu'à la fin. Donc Minatora, si on écrit déjà deux lettres, on est déjà chayav.
on peut parfois écrire une lettre et être chayav. Par exemple, il manque une lettre à un Sefer Torah, il manque une lettre à une mezouza. On écrit une seule lettre, au fait, ça finit la mezouza, on est déjà chayav. On peut être chayav parfois de deux lettres, rien qu'en effaçant un peu. Imaginez que vous avez deux zayin, un mezouzot, deux zayin à côté de l'autre, et dessus, il y a un petit chapeau. Donc, ça fait un chet. Vous effacez le petit chapeau qu'il y a sur les deux zayin, et donc vous reconstituez les deux lettres zayin zayin. Donc en effaçant un peu, vous créez en fait deux nouvelles lettres, c'est chayav mishum kotev. Extraordinaire. Et bon, je sais bien qu'on va pas faire ça, mais c'est bien de savoir quand même que l'agdara de la chose, la définition précise de la chose. Donc, la melacha de kotev, c'est donc écrire. Hein, prendre un stylo, prendre un papier, écrire dessus. Minatora, on est chayav que si l'encre et les mitka émettent, elle se tient sur le support sur lequel on écrit, et le support, lui aussi, il est mitkayem. Si on écrit avec quelque chose qui n'est pas mitkayem, qui ne tient pas, ou bien sur un support qui ne tient pas non plus, ça sera sur midera banane. Je vais donner plusieurs exemples. Après, par exemple, écrire sur de la buée, qui est sur la vitre. Dans ce cas-là, puisque c'est de la buée qui est sur la vitre, c'est sûr que ce n'est pas mitkayem, dès qu'il fait un peu chaud, ça s'évapore, c'est assourd, mais midera banane seulement. Il peut avoir des conséquences de dire que c'est midera banane ou pas, ou de la Torah. Rav Zerbib, une question, s'il vous plaît. Oui. Un ventilateur qui dérange, qui est en marche et qui dérange, et qui peut être pour les enfants et qui peuvent attraper froid, est-ce que avec le pied, on peut le pousser, le tourner Je suis pas sûr que j'ai compris. Donc, il y a des jeux pour enfants qui consistent à quoi? Alors, un ventilateur dans un salon, un ventilateur. Oui, un ventilateur, oui. Et quand des fois, on veut le tourner parce qu'il est face à un enfant qui va attraper froid, par exemple. Est-ce qu'on peut le pousser avec le pied, le tourner avec le pied sans le toucher avec la main? Bon, vous pouvez. C'est un autre sujet. Je vais vous répondre rapidement, mais bon, on va rester dans le côté. Hein. Je vais quand même vous répondre. Votre problème, ça va de mouktsé. Un ventilateur, c'est mouktsé. Oui. Alors, tout de suite, un ventilateur qui est en marche, qui marche, vous pouvez le déplacer dans la direction qui vous arrange. Si par exemple, il y a trop de vent d'un côté et vous voulez tourner vers vous, vous avez le droit de le déplacer. Parce qu'au pire, le ventilateur, c'est Kedishem Narto le Issour. C'est pas évident. C'est peut-être même un Kedishem Narto le Éther. C'est des discussions. Mais vous savez que de la même manière qu'on peut prendre un marteau pour casser une noix de coco, pour les soirées gouffo, j'ai besoin de son gouffre. Donc, pour le ventilateur, disant que c'est Moukté, même Kedishem Narto le Issour. Mais les soirées gouffo, vous avez besoin de son tachmiche à lui. Donc, le déplacer, c'est moutar, aucun problème. D'accord. Ok. Vous avez même le droit, vous savez, des ventilateurs, il y a un petit bouton comme ça, mécanique, hein, bien. Vous le déplacez, selon que vous le déplacez, ou il tourne comme ça, ou bien il est immobile. Vous avez le droit de déplacer ça, Shabbat. Non, il y a le bouton qui le bloque, et il y a le bouton qui le fait tourner. Vous voyez? En fait, il ne le fait pas tourner. Il tourne naturellement, mais le bouton, ça le bloque. Exactement. Voilà, donc c'est juste mécanique, donc c'est permis, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Je reviens donc à Kotev. Donc, je vous disais, donc, la mlacha de Kotev, c'est écrire, bon, deux lettres au moins. Mais attends, il y a des toldot. Des toldot, on a dit qu'il y a des dérivés. Les mlachot, ce sont parfois des dérivés. Alors, je vais vous donner quelques dérivés. Par exemple, imaginez que les enfants veulent faire du coloriage. Donc, ils font comme ça un dessin, une tête comme ça, qu'ils vont colorier après. Donc, le fait de faire un siman comme ça, hein, avec un crayon, donc sur du papier pour ensuite colorier, ça, c'est pas écrire, mais c'est comme écrire, c'est une tolda. Vous faites un dessin qui a un sens et que vous voulez colorier ensuite. Écrire aussi, c'est pas seulement de l'encre sur du papier, c'est creuser du bois, par exemple, de telle sorte que vous allez, en creusant, écrire une lettre. Graver, en fait, hein, on dit. Otiot achakika, hein, graver. C'est connu que les otiot dans les dans les tables de la Loire étaient donc gravés. Une gravure comme ça, donc gratter la pierre pour faire une lettre, c'est aussi interdit. De même, lorsque parfois, de manière inverse, imaginez que vous preniez, on va dire la pâte à modeler, et sous cette pâte à modeler, vous avez une espèce de forme, vous pressez par le bas et ça vous fait apparaître des lettres ou un tiour ou un dessin, c'est aussi interdit. Bon, oui, écrire, ce n'est pas seulement ce qu'on appelle en français écrire, crayon et papier.
c'est dès l'instant qu'il y a des formes, des lettres, et même selon des formes qui ne sont pas des écritures forcément, mais qui sont des simanimes, des symboles qui ont un sens. Alors c'est une tolda des dérivés de Kotev. De même, on peut être amené à transgresser l'interdiction de Kotev en effaçant. Imaginez que vous ayez une tache d'encre, ça va tomber sur le mezouza, et puis vous commencez à gratter autour, de telle sorte qu'en grattant autour, vous arrivez à le chak tochot, dans les halachot de Ktiva. Vous ne faites apparaître une lettre en grattant, en enlevant de la peinture, ou du déo, de l'encre, ça aussi, c'est une tolda de Kotev. Voilà donc, on est dans les définitions. Maintenant, je vous dis tout de suite, le plan du shiur avec ses applications pratiques. Ensuite, on voit les interdictions de Rabbanan. Ils ont fait une interdiction. On va voir après, c'est très étonnant. De peur qu'on soit amené à écrire, etc., etc. Ça, on verra tout à l'heure. Alors, quelles sont certaines interdictions midera banane maintenant, c'est plus Minatora, c'est midera banane. C'est toutes les écritures qui laissent une trace, mais provisoire. Alors, on va faire une petite liste. Ça arrive souvent qu'on s'amuse, les enfants s'amusent à faire un dessin sur les vitres dans de la buée. On écrit son nom dessus, c'est interdit. Ça va partir, c'est pas pour eux, mais c'est interdit. Parce que finalement, c'est une écriture provisoire, les Chachamim ont interdit. Parfois sur le sable. Sur le sable, on marche, pas on marche, on verra ça après. Sur le sable, on commence à écrire des choses sur le sable. Des signes de piste. On va venir après vous, vous dites, voilà, faites une flèche pour indiquer la route que vous avez prise sur le sable ou sur de la terre. C'est interdit. Ah, c'est pas Mitkayem, ça ne va pas se maintenir là-bas. C'est pas grave, c'est interdit Midera Banane. Ils ont interdit. Quelquefois, sur la table, vous avez des miettes. Des miettes, et les enfants s'amusent avec ces miettes à faire une petite forme, une petite lettre, un petit aleph, un petit bet. Interdit aussi, même ça va disparaître après. Parfois, on a un fil, dans plusieurs cas comme ça, vous avez un fil, et puis avec le fil, vous faites une petite forme. Vous dites, comment est-ce qu'on fait un guimel ou un dalet? Alors, vous prenez le fil, faites une petite barre en haut, une petite barre sur la droite, comme ça, un espèce de petit dalet, et donc vous montrez la forme d'une lettre. Mais que finalement, le fil, vous allez finir par l'enlever, il va prendre sa forme initiale. Mais si, en attendant, vous avez fait une forme, vous montrez une forme qui a un sens, bien sûr, c'est interdit. Le seul cas qui soit permis, si vous voulez enseigner quelque chose, un dessin ou un visage ou bien une lettre à quelqu'un, on a le droit de le faire s'il n'y a aucun kiyum. Ça veut dire qu'il n'y a aucun support, c'est dans l'air. Pas chaud dans l'air. Je vais expliquer, voilà, regardez. Je fais comment est-ce qu'on fait un aleph. Allez, voilà, on part de la gauche, on descend comme ça, hop, on fait un petit you de là-haut, un petit you d'en bas. Ça, tant que c'est dans l'air, ou bien sur la table, mais il n'y a rien sur la table. Je dessine une lettre sur la table, voilà, j'ai une lettre, et je dis, voilà, un enfant veut savoir comment on fait telle lettre, le resh, je dis, voilà, le resh sur la table, hop, j'ai le droit de prendre, de faire une forme, comme ça, le resh, c'est comme ça qu'on le fait. Ça, c'est moutard, parce qu'il n'y a aucune trace, ni dans le support, ni dans l'encre, il n'y a rien. Ça, c'est moutard. Bon, bien sûr, tout ce qui est les tableaux magiques, où on écrit avec l'ongle et ça écrit, et puis on tire le tableau et puis ça s'efface comme ça automatiquement. Bien que c'est une ktiva chez Namit Kayemet, ça ne dure pas longtemps, eh bien c'est quand même interdit parce qu'entre-temps, vous voyez qu'il y a une écriture qui s'est faite ici. Bon, des choses claires, bon, je vais quand même les dicter, c'est de prendre un tampon et tamponner avec de l'encre, bien que vous n'écrivez rien maintenant, mais le tampon il est déjà prêt pour écrire des lettres. Donc vous le mettez sur de l'encre, vous tapez sur un papier, c'est complètement interdit, c'est évident ça. Pareil, mais bon, vous n'allez pas le faire, mais c'est bien de savoir. On va s'amuser, on a, je ne sais pas, de la couleur, du jus de fruits un peu sombre qui est tombé sur la table. On prend son empreinte digitale, on prend ça dans le jus, là, comme ça, après on fait ça sur une feuille. On monte, regarde mes empreintes digitales, il y en a qui regardent leur mazal avec ça. Et tracer ces empreintes digitales avec l'intention, bien sûr, de tracer, c'est interdit aussi. C'est comme un tampon, c'est comme tamponner. Donc, c'est interdit, cette chose-là. Voilà. Ensuite, d'autres cas, maintenant des cas qui sont permis.
Et je vous en donne deux ou trois, puis je vais écouter vos questions. Hein. Vous savez, c'est Ktiva, c'est très très large. Dans la vie, dans le courant de la vie, on est amené souvent à être confronté à ce problème. Bon, il est clair que faire des photos, même qu'il n'y a pas un problème électrique, c'est interdit, parce que ça fait une photo à l'intérieur. Écrire avec une machine à écrire, c'est évidemment interdit, on n'a pas besoin de le dire. Écrire sur un ordinateur, c'est évidemment interdit, même que c'est un peu culturel, on le voit sur l'écran, après il disparaît, c'est quand même interdit. Par contre, il y a des cas permis. Alors, je vais maintenant vous donner des cas permis. Il arrive parfois, vous avez des mocassins, des tennis qui ont des tennis qui ont des traces en dessous. Hein. Vous avez des grandes marques qui ont une trace, une certaine forme en dessous. Parfois, il y a même des écritures. Alors, le fait d'avoir des tennis comme ça, sachez que les poskim ils permettent de marcher sur du sable, même que ça laisse des traces. Pour diverses raisons. D'abord, ça se fait mimer là, j'ai aucune cavana de le faire, c'est d'avoir jamais de cavane. Ensuite, c'est Kela Hariad, c'est pas une manière normale d'écrire comme ça, en marchant les traces. Ensuite, ça s'en va. Puis même si c'est sûr, c'est psychréché, ce qu'on a expliqué que c'est psychréché, c'est sûr, c'est psychréché de l'onichale, l'oichpatle, complètement égal, cette chose-là. L'ensemble de ces petits arguments que je dis maintenant fait qu'on permet. On permet. Maintenant, si, imaginons un cas, une personne à Purim, hein, le lendemain de Purim, la veille de Purim, il fait des chaussures spéciales où chaque fois qu'il va marcher Shabbat, le lendemain, c'est le lendemain de Purim, Shushan Purim, il va marcher sur le sable et c'est marqué Arouraman. Je plaisante, mais voilà, j'essaie de trouver un exemple. Alors, chaque fois qu'il va marcher, c'est Arouraman. Là, il a vraiment la kavana d'écrire sur le sable Arouraman. Alors, ça s'interdit. Bon, mais je ne crois pas qu'il y ait un hurluberlu comme ça qui va faire ça. Mais de manière générale, donc laisser des traces. Je dis ça parce que beaucoup de gens ont l'impression qu'on ne peut pas marcher sur du sable pendant Shabbat, en particulier du sable mouillé, devant on est au bord de l'eau, au bord d'un lac. Du sable mouillé, ça laisse vraiment des traces. Il n'y a pas d'interdiction. Donc, je vous rassure, on peut marcher avec des chaussures qui laissent des traces. Et je vais finir avec une halakha qui est importante. Il faut bien la comprendre. J'ai dit faire un siman, comme une tête et tout, qu'on va colorier après, c'est interdit. Imaginons que vous lisiez un livre et il y a des fautes sur le livre. Mais Baruch Hashem, vous lisez vite et vous savez que si vous ne laissez pas un siman, il va falloir des heures pour retrouver la faute après. Alors, prendre son ongle. Qu'est-ce qu'on fait en prenant un ongle? Faites l'essai, vous allez voir, quand vous faites une trace sur le papier, d'une neillard, ça laisse une trace. Il y a beaucoup de gens comme ça, quand ils lisent, dans la semaine, ils n'ont pas le temps de s'arrêter, de faire. Mais ensuite, ils marquent l'endroit où il y a la faute. Et ensuite, ils se prennent un temps particulier pour récupérer toutes les fautes qu'ils ont faites et les corriger. Faire un siman comme ça sur un papier, c'est interdit. C'est comme écrire. Donc, il ne faut pas se tromper dans le Shulchan Aruch Siman Shin Mem. Le Mechaber, le Shulchan Aruch, il dit qu'on a le droit de faire sur le papier un siman comme ça. Mais tout l'achronim m'explique que la kavana là-bas, pourquoi c'était moutard? Parce que c'était sur du klaf, sur de la peau. Le klaf, c'est le support des tefilin, c'est de la peau. Alors, une trace comme ça sur de la peau, elle ne reste pas du tout, elle s'en va tout de suite. Mais sur du vrai neillard, ce qu'on appelle en hébreu le neillard du papier, c'est sûr et certain que ça laisse une trace et c'est interdit. Donc, n'ayez pas la bonne idée de vous laisser vous lisez quelque chose et vous voulez savoir où vous êtes arrêté. Même dans les Gmarot, parfois. Quelqu'un qui fait la Fayomi s'est arrêté un moment, Shabbat, il veut se reposer un peu, et donc fait un petit siman pour savoir à quelle ligne il s'est arrêté. Comme ça, c'est interdit. Parce que c'est une sorte de ktiva en soi. Par contre, alors vous allez être étonné, je conclue avec ça, avant de passer à d'autres choses. Par contre, il n'est pas interdit, dans Ilchot Shabbat, je parle, de faire une corne à un livre pour se rappeler la page. Pourquoi j'ai dans Ilchot Shabbat? Parce que bon, on voit bien que ce n'est pas un kavod d'un sefer que de faire des cornes. Hein. Il y en a qui en font tout le temps, mais bon, ce n'est pas un kavod d'un sefer de faire des cornes. Donc, essayez d'avoir un petit morceau de papier, un morceau de carton qui permettra donc de reconnaître la page à laquelle vous êtes arrêté. Mais dans les Ilchot Shabbat, il n'y a pas d'interdiction. Si vous lisez autre chose que un sefer Kodesh, par exemple, ce n'est pas interdit de faire une corde. On va dire oui, mais en faisant la corde,
forcément, dans le bout de la feuille, vous faites un siman, oui, mais ce qui vous rappelle que vous êtes à telle page, page 10 ou page 12 ou 13, ce n'est pas le siman que vous avez fait, que vous avez appuyé fortement avec l'ongle sur le papier, ce n'est pas du tout ça. Qu'est-ce qui fait le siman? Le siman, c'est la corne. Alors, la corne, elle induit forcément, elle vous fait un siman, mais quand vous recherchez la page, vous ne regardez pas du tout le siman, l'espèce de petite encoche là, qui s'est faite sur le papier. Vous regardez que la corne. Et faire une corne plie du papier, ce n'est pas interdit. Hein, je vous rassure tout de suite, bien que vous avez certainement tous entendu qu'on n'a pas le droit de. Quand vous avez une jupe, un pantalon, et qu'on le remette pile sur son pli pour qu'il reste comme ça naquille, on ne le fait pas à Shabbat. Hein. Il y en a beaucoup qui ne plient pas leur talit à cause de ça. Bon, je ne veux pas venir sur ça parce que c'est encore un grand sujet. Mais beaucoup sont macpid de, en tout cas, jamais remettre le talit pile sur les plis naturels qu'il a parce que c'est fait, ça améliore le talit. Bon, ceci, si vous voulez plier une feuille de papier par commodité, hein, pour la mettre dans la poche, ou bien vous avez une sikha, un mahama, comme ça, très souvent, une sikha est trop grande, on la met dans la poche. Pour vous, par exemple, en route à l'arrêt, il y a beaucoup d'endroits où vous portez. Hein. Non, en France, on n'a pas ça. On ne porte pas. Mais vous avez fait un héros, on peut porter. Je connais beaucoup de gens qui plient une feuille comme ça, vous avez des sikhat à chavois, etc. Vous la pliez en deux, vous la mettez dans la poche. Ce n'est pas interdit de plier en deux. Il n'y a aucune kavana de faire un pli, de faire une trace. C'est simple, de manière plus pratique, hein, plus commode. Vous pliez, vous mettez dans la poche. Donc, faire un pli, ce n'est pas interdit. Donc, je répète ces deux points que je viens de dire. Faire une trace sur la feuille pour se rappeler la feuille ou l'endroit où on veut mettre sa main, on fait un siman, c'est interdit. Par contre, si vous faites une corne et que c'est la corne qui vous aide à retrouver la page, mais la trace qui se fait avec la corne, l'eau pas de la crème, ça vous est complètement égal, ça vous est complètement égal, c'est parfaitement permis. Voilà, donc je vous ai passé rapidement à une quantité de petites halachot concernant Ktiva. Avant de passer à des points un peu plus délicats, j'attends vos questions. Allez-y. J'ai une question, s'il vous plaît. Les micros sont ouverts. Donc, celui qui veut poser une question, il active son micro et il le referme après pour pas qu'il y ait trop d'arrière-bruit. Allez-y, Madame Naouri. Je vous écoute. Des fois, on voudrait couper un gâteau rond, on voudrait faire des parts. Est-ce qu'on a le droit, avec le couteau, de délimiter des triangles pour couper le gâteau? Ça s'appelle écrire. Alors, c'est une bonne question. C'est en rapport avec ce qu'on vient de faire maintenant. Alors, vous avez votre gâteau, vous voudriez le couper. Vous aurez dû me demander, ça je vais vous en parler tout à l'heure, Bichlal, est-ce qu'on a le droit de couper sur les écritures, marqué bon anniversaire dessus? Est-ce qu'on a le droit de couper les gâteaux? Ou est-ce qu'on est obligé de passer entre les lettres? Ça touche un peu ce que vous demandez. Maintenant, quand vous faites un siman comme celui-là, c'est évident que sur le gâteau, il n'y a aucun kiyum dans cette chose-là. Faire un trait, c'est juste un trait que vous faites pour utiliser, donc couper des parts égales dans les secondes qui suivent. Oui. C'est vraiment pour l'utiliser pour les secondes qui suivent. Donc, ce n'est pas un siman pour vous rappeler autre chose. Il n'a aucune chashivut, donc on a le droit de le faire. Comme on va voir qu'on a le droit des fois de couper, même dans les lettres. On verra ça après. Attention, on verra ça après. Donc, la réponse, c'est que oui, vous pouvez faire comme ça des petits simanim. Hop, et vous coupez votre gâteau. Ensuite, on parlera des lettres, comme on fera. Oui, comme par exemple, en Israël, il y a comme des pâtes de fruits, des abricots séchés, ils en font une feuille d'abricot. Est-ce que les enfants ils ont le droit de faire des petits carrés, dessiner un petit carré avec le couteau, et puis après, c'est plus facile à couper? Ça aussi, on a le droit? Oui, là, c'est sûr que c'est pas un coup. Si j'ai bien compris, alors comment ça marche? Ils prennent un fruit, non, alors, ils ouvrent la peau, et ça. J'ai vu ça, ouais. Oui, non, en fait, ce sont des feuilles d'abricots. Ils font sécher beaucoup d'abricots, peut-être 1 kilo. C'est pas nous, c'est à l'usine. Ils font sécher, par exemple, 1 kilo d'abricots. Ils en font une feuille, ils la roulent et après, quand on l'achète, on doit couper des petites parts. Alors, les enfants, ils font des carrés parce que c'est très difficile à couper. Puis après, ils coupent ça Shabbat. On a le droit de faire ces petits carrés? Je veux être sûr de comprendre de quoi vous parlez. Donc, ils roulent ces feuilles et ils font des carrés avec quoi? Ils font des carrés? Avec le couteau. Les enfants, ils font sur ces feuilles,
ils font des petits carrés pour que ça soit plus facile après de découper parce que comme c'est très sucré et c'est dur, alors. Ktiva, ça, bon, faire un petit carré, c'est pas une ktiva, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Excusez-moi, maintenant, la dernière question par rapport au shiur de la semaine dernière. Oui. Dans le Shulchan Aruch en français, il y a marqué que la bracha sur le sou, c'est Sheakol. Mais en Pourquoi? Israël, Sur le quoi? sur le sou, je pense sur le krouv, sur le sou. Ils disent dans le Shulchan Aruch c'est Sheakol, j'ai jamais compris pourquoi. Sur le chou. Oui. Alors écoutez, sur le chou, vous avez la même marloquette dans l'oignon. L'oignon, les oignons. Dans les oignons, c'est marqué sans fait Sheakol. Mais il y a beaucoup de fois, vous verrez marqué que c'est Adama. Et dans la Haggadah de Pessah, Chabad, c'est marqué on mange des oignons, on fait Adama dessus. Ah oui. Alors, une des réponses qu'on donne à cette contradiction, c'est que cela dépend. Les oignons qui sont zaken, qui sont vieux, vous savez très bien qu'ils sont très forts, tout de suite ça vous monte au nez, ça vous monte aux yeux. Alors que quand vous prenez des petits oignons blancs, vous voyez, là ils sont pas doux mais presque, vous voyez. Donc c'est Adama. Donc je pense que ce que vous avez vu dans le livre que vous m'avez cité, il parlait de choux qui ont vieilli, qui sont durs, et donc qui sont loin de l'utilisation habituelle. Mais quand vous prenez des choux, maintenant on en trouve beaucoup de choux, c'est très tendre. On le coupe, on fait des salades maintenant tous les Shabbats avec, c'est très tendre, c'est sûr que c'est Adama dans ce cas-là. Merci beaucoup. Voilà. Autre question? Pas de questions? Bon. Alors, je vais rentrer maintenant dans un point, on va dire un point de Iyun. On a passé rapidement donc les cas concrets, fréquents de Ktiva. On va parler maintenant du problème général, jouer au Scrabble, faire des puzzles, fermer des livres sur la tranche desquels il y a des écritures, ce qui fait que quand vous fermez, vous créez des lettres, quand vous ouvrez, vous détruisez des lettres. Est-ce que c'est permis, c'est interdit? Un peu oui, un peu non. Alors, si vous avez déjà lu les choses là-dessus, vous avez certainement entendu tout, comme on dit en français, tout et son contraire. Donc, on va essayer d'expliquer le fonctionnement de cela. Et c'est très fréquent. Bon, alors quand je vous dis, alors comprenez-moi bien, petite introduction, hein, chers amis, messieurs, mesdames. Quand je vais parler de Scrabble, je vais parler de puzzle. Quand je parle de tout ça, il est évident que je parle ou bien pour les enfants, les grands enfants, les enfants, pas des petits enfants, ou pour les femmes, bien sûr, ou bien dans des cas exceptionnels où une personne ne peut absolument pas prendre un livre. Sinon, on rentre dans un problème de bidul Torah. Si Shabbat, quelqu'un il s'ennuie, il fait un puzzle, c'est chaval. Normalement, il doit s'arranger, quelle que soit la méthode, il doit s'arranger. J'ai un chiouk de Limouda Torah, je suis fatigué, je vais dormir, je me réveille, j'étudie. Je prends des choses faciles, des choses en français, des choses, des sikhot très faciles, des kitsurim et tout. Bon, donc ça veut dire, ne déduisez pas de mes paroles quand je vous dis que le puzzle, par exemple, ou que le Scrabble, c'est permis, que tout le monde va se mettre à jouer en partie de Scrabble. C'est Chaval Azman. Franchement, je ne parle pas de ça. Mais bon, on veut savoir si c'est moutard ou assour, indépendamment du problème de Bitul Torah. Alors, la base de réflexion sur ces halachot, là, le puzzle, la base, c'est une halakha qui est ramenée dans le Shulchan Aruch, dans les Rishonim. Est-ce que c'est permis de fermer ou d'ouvrir un livre lorsqu'il y a sur la tranche des écritures, certains mettent leur nom sur la tranche d'un livre. Quand vous fermez le livre, votre nom il apparaît. Quand vous l'ouvrez, il disparaît. Donc ça ressemble étrangement à écrire et effacer. Est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Les grands poskim interdisent cette chose-là. Le Levouche, d'autres interdisent cette chose-là. D'autres permettent. Le Rama lui-même, le grand posek Ashkenaz, il permet. Admor Zaken rapporte les chitotes et il tend vers la Kula. Bon, si on peut éviter, on évite, bien sûr. Si vous avez un sidour où il n'y a pas de tranche, ou un livre où il n'y a pas d'écriture sur la tranche, c'est mieux de choisir celui où il n'y a pas. On ne va pas rentrer dans les marlocotes, dans les divergences d'opinion, évitons les problèmes. Je ne suis
prendre un cas où bon, c'est marqué, vous avez un chitat et vous avez il y a une bonne idée d'écrire quelque chose sur votre chitat. Vous avez un chitat à la maison, il y a des écritures dessus. Le ikar halacha, c'est que c'est permis. Il y a des marqués, mais c'est permis. Ben, mais c'est permis. Donc s'il n'y a pas le choix, on le prend et c'est tout. Maintenant, on va remonter à la source de cette halakha-là. Pourquoi c'est permis? Les maîtres, la svara, la logique du levouche des grands postes qui m'interdisent, c'est une logique apparemment implacable. Je ferme le livre, je crée des lettres, je crée une phrase entière. J'ai écrit un méchéris, il a écrit, a donné nous, etc. À chaque fois, il est très content de fermer son livre, de voir qu'il réécrit encore une fois Yéchi. Ça va alors. Je suis mitragué de ça, ça me donne quelque chose. Je peux dire Shema Israël, malo. J'écris Shema Israël. Quand j'ouvre, bon, ça disparaît momentanément, puis je vais le refermer. Je suis en train de créer une lettre. Donc, comment ça se fait que les matérim sont matérim? Ceux qui permettent, comment ils peuvent permettre? Le levouche, apparemment, il a raison, je suis en train de créer une lettre. C'est vrai que les morceaux on va dire les morceaux d'encre qui sont sur chaque petite tranche de chaque feuille individuelle, ils sont éparpillés, mais quand vous les rassemblez, ben, ça fait la lettre, donc c'est interdit apparemment. Nous dit le Rama dans Shut Rama, dans le responsable du Rama, il dit les mots suivants. C'est moutard, et je vais vous les citer exactement pour que la chose soit bien claire. Il dit les choses comme ça. Kivan chez Otiot, alors, Kduvot Kvar, elles sont déjà écrites, et là chez Mechusarim Kreva Be'alma. Les lettres sont écrites, en fait, dans l'occurrence, ce n'est pas des lettres, c'est des morceaux de lettres qui sont écrits déjà. Je ne crée pas une nouvelle écriture, je ne prends pas un stylo, j'écris sur une feuille. C'est des petits morceaux d'encre qui sont déjà là. Et je ne fais que quoi? Que un maasé de kriva. Je fais un maasé de rapprochement de ces petits morceaux-là. Alors, il dit le Rama, et le Admor Hazaken rapporte le même lachon, le même langage que le Rama. Il dit Ve'en basé mishum kotev, kivan shefshar le'akrivam bekal, beli asiat maasé chadash. On peut les approcher sans faire un nouveau maasé stam, ils sont là, je les rapproche. Un maasé facile à faire. Donc, Areem ke mekuravim, ils sont déjà considérés comme déjà à proximité l'un de l'autre. Ve'omdim, ve'eno siklum bekribazo. Il ne fait rien en les rapprochant. Extraordinaire, extraordinaire. Le Magal Avraham, il a notre chat ici. Bon, je vous dis déjà ces mots-là, les mots que nous dit le Rama et qui sont rapportés mot à mot par le Admor Hazaken dans le Siman Shin même, si vous voulez aller regarder. Siman Shin même à la Chazaïn, c'est autant qu'ils m'en souviennent. Hein. Difficile de se souvenir des numéros, mais je pense que c'est la Chazaïn, Siman Shin même. Donc, qu'est-ce qu'il nous explique ici? Il nous explique que lorsque les lettres sont là, et que finalement, on va prendre le Scrabble. Qu'est-ce qu'on fait dans le Scrabble? On prend des lettres, on les met les unes à côté des autres, on fait un mot. Donc, je vais appliquer les mots que je viens d'expliquer. Je fais un massé de kriva, je suis en train de rapprocher les lettres les unes des autres. Certes, je vais obtenir un mot complet, mais c'est un massé, c'est un acte. Il manque que l'acte. Je ne fais pas un nouveau massé, je ne suis pas en train de réécrire, je ne fais rien de nouveau. Les lettres sont là, les éléments sont là, je les rapproche une de l'autre. C'est très fort. Et même Chosarim, kriva, bien que rapprocher, c'est tout, tu fais ta lettre, tout est fait, tous les éléments sont là. Bon. C'est le Rama qui dit, peut-être qu'on n'aura pas dit ça de nous-mêmes, en tout cas, le Rama, il dit cette chose, l'Admor Hazaken est d'accord avec ça. Les fisés, d'après ça, les Chawara, quel problème il y aurait avec le Scrabble? On fait qu'ajouter des mots, on joue, on ajoute des mots, etc. On verra ensuite les puzzles, on verra. Pour l'instant, je dans le Scrabble. Apparemment, d'après la Sfara d'Admor Hazaken, comment l'Admor Hazaken explique de cette Shut Rama, il semblerait que le fait de rapprocher les éléments, ce n'est pas interdit, Michou qui va bien, qu'on est en train d'écrire en quelque sorte. Et je connais des poskim qui sont médaïkim de ces mots-là, comme je viens de vous dire. Et effectivement, il n'y a aucun problème de rapprocher des éléments qui sont tous là. Il faut faire attention. Il y a une autre halakha qui dit que quand il y a des lettres qui sont toutes faites et qu'on les accroche sur une parochette, sur un rideau, c'est interdit. Ça s'appelle kotev. Quelle différence? Alors, la différence est toute simple. C'est que ces lettres-là en question, vous faites un maasé chadash. C'est vrai qu'elles sont là toutes, mais vous accrochez un rideau. Donc,
donc vous écrivez quelque chose dans un rideau et maintenant c'est fixe. Ça s'appelle une ktiva. Mais quand les éléments de toute façon ils sont indépendants, ils sont ambulants, on ne fait que les rapprocher sans rien d'autre, c'est permis. C'est la raison pour laquelle vous trouvez dans beaucoup de Marc parle de ça, il dit quand on fait des scrabs par exemple, il ne faut pas le faire dans un cadre où ils sont fixes là-bas, on ne peut plus les bouger. Vous voyez, il y a des scrabs où il y a un petit aimant, rien du tout, ça. C'est l'aimant, c'est juste pour qu'il ne tombe pas. Mais ce n'est pas qu'il est dans un cadre fixe, pas du tout fixe. Vous bougez un petit peu, tout s'en va. Donc ça ne ressemble pas au cas du rideau. Donc, ce que je vous permets maintenant, ce que je permets, c'est bien sûr de mettre les lettres qu'on va tout de suite enlever et qui ne sont pas collées. Ils sont à peine collés avec un petit aimant juste pour le temps de finir sa partie. Donc c'est permis. Encore une fois, je vous ai dit qu'il y a des poskim qui interdisent de fermer ou d'ouvrir le livre, qui ne sont pas d'accord avec ce que dit le Rama. Donc, d'après ça, c'est sûr que ce que je dis est interdit. Mais je me base maintenant sur le fait que le Rama et Admor Zaken ont permis d'ouvrir et de fermer le livre quand il n'y a pas le choix. J'avance un peu. Passons au puzzle. Le puzzle, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que quand vous constituez un puzzle, toujours, je dis bien, qu'ils ne sont pas dans un cadre fixe où ils vont être là-bas bien tenus, à l'image de lettres qu'on accroche à la parorette. Pas de ça, on les pose sur une table et tout, puis quand c'est fini, on enlève. On démonte et on refait après. C'est plus délicat à permettre parce que là, vous remarquerez qu'on est en train de reconstituer des images. C'est un petit peu comme si vous aviez, on va dire, un puzzle, mais un puzzle de lettres. Mais de lettres qui sont tout petits morceaux. Ça veut dire, certes, vous êtes en train de rapprocher des petits morceaux, mais vous créez des lettres. Alors que dans le Scrabble dont j'ai parlé tout à l'heure, les lettres, elles sont faites. Vous ne faites que être mécarev, rapprocher les petits éléments indépendants. Donc, certains disent qu'il y a une différence. J'ai vu des post-nuits qui disent, de ne pas entrer dans tous les noms, qui disent que non, ça c'est beaucoup plus grave. Le fait de faire un puzzle, c'est beaucoup plus grave de faire un puzzle. Oui, c'est plus grave que le Scrabble. Le Scrabble, on approche des lettres faites. Le puzzle, je crée les lettres, je crée les images. Vous avez un paysage comme ça qu'on reconstitue avec un puzzle. Donc, il y a une petite maison avec la cheminée. Hop, on met les petits éléments, on crée la maison. Il n'y a pas de maison avant, un petit morceau de maison. C'est plus grave, apparemment, effectivement. Et certains, donc, le Scrabble, mais interdisent le puzzle. J'ajoute, aujourd'hui, je rentre un peu dans les finesses, si vous me permettez, ça fait pas longtemps. Si on reprend la svara de la logique du Rama et du Admor Hazaken, comment ils permettent de refermer le livre avec des écritures sur la tranche? Ils disent parce que c'est un mât assez calme, un mât assez facile, que de rapprochement de petits éléments. Or, c'est quoi ces éléments? Ce n'est pas des lettres qui sont toutes faites. Quoi les petits éléments? Quand vous rapprochez les pages les unes des autres pour fermer, en refermant le livre, vous arrivez à lire une phrase entière. C'était des petits morceaux d'encre qui étaient éparpillés sur chaque feuille. Donc finalement, vous êtes en train de reconstituer les lettres. Donc si on regarde le makor, on regarde la source de ce éther de fermer le livre, l'Ichaora, encore une fois, on va dire, il faut toujours dire l'Ichaora, on peut toujours discuter comme toujours, mais il semblerait que même un puzzle où on reconstitue les images, c'est aussi permis. Donc la conclusion de ce que je vous dis, c'est que d'après Admor Hazaken, il semblerait que aussi bien le puzzle que le Scrabble, ça serait permis dans la mesure où il n'y a pas de cadre, où ils sont fixés. On peut le faire. Encore une fois, je dis ça avec précaution. Messieurs, j'espère que vous n'allez pas jouer au Scrabble. Vous allez prendre une bonne sikha, un bon Gemara, un bon Shulchan Aruch. Mais être fatigué, allez dormir. Après le sommeil, hop, on étudie. On ne joue pas des jeux comme ça, mais bon, on peut imaginer, quelquefois, il n'y a pas le choix. Dans les Gan Israël, Anilodéa, les jeunes qui s'ennuient, il faut bien les occuper. Bon, il faut savoir que Meikaradin, les filles d'Admor Hazaken, on peut permettre cette chose-là. Bien que vous verrez, dans les livres, il y en a qui interdisent. Il y en a qui interdisent cette chose-là. Voilà donc les explications du Scrabble, du puzzle. Très très souvent, les gens demandent est-ce qu'on a le droit ou pas. En élargissant un petit peu tout cela, quand vous composez des numéros, une question est demandée, une personne a une valisette, un petit armoire avec un cadenas, et un cadenas où pour l'ouvrir, il faut mettre un certain numéro, ils ont un code. Un peu la même ligne. On tourne le petit barillet comme ça, qu'on tourne sur lui-même, on fait un code, 770, hop, miracle, le
le cadenas il s'ouvre. C'est moutard aussi. On ne fait que prendre des lettres qui sont comme ça enroulées dans le. Vous les mettez les unes à côté des autres et grâce à ça, le cadenas s'ouvre. Ceci est aussi permis, il n'y a aucun problème. Bon, j'ai parlé du slam. Maintenant, une fois que j'ai passé en revue à peu près les cas fréquents, les cas concrets qui touchent le problème d'écrire, je vais passer maintenant aux xérotes que les chachamim ont faites de peur qu'on soit amené à écrire. Bien que de nos jours, vous avez dit, on n'écrit plus. On n'écrit plus, on fait tout maintenant avec des calculs mentaux, avec des machines. Mais les chachamim savent très bien que même des jeux, par certains jeux où quand on gagne, on marque des numéros, les chachamim interdisent. En Monopoly, etc. Enfin, je ne sais pas le Monopoly, mais il y a beaucoup de jeux, il faut écrire, j'ai tant de points, etc. Ça faut très, très, très attention parce qu'on peut très facilement être amené à écrire. Donc, Zera Shema Yirtov. Alors, où on trouve cette chose-là? Première chose, les chachamim ont interdit d'acquérir quelque chose pendant le Shabbat. On ne peut pas acquérir. Imaginez que il y avait un marteau. Je prends un exemple, trouver un autre exemple. Un marteau, vous avez un ami, il me dit tu veux même me donner le marteau, me le vendre, ou bien il les met ramès, bien sûr qu'il paiera après Shabbat, on ne prend pas d'argent, ou bien il veut en faire cadeau. Je n'ai pas le droit de faire cadeau d'un marteau à mon ami pendant Shabbat. Extraordinaire. Pourquoi? En général, quand on vend, etc., on est amené à marquer le prix, etc. Ils ont interdit de faire un kinyan. Assour la saute kinyan de Shabbat. Alors vous me dites, mais c'est bizarre. Parce que quand on est à Soukot, très très bien qu'on donne l'herba minime, on dit à Terzir à condition qu'il me le rende, ben on lui donne. Donc on fait un kinyan. Comment ça se fait? La réponse est simple. Un kinyan, les tzorech mitzvah moutar. Dès que c'est pour les besoins d'une mitzvah, c'est moutar. Chez l'eau, les tzorech mitzvah, c'est assaut. Bah, vous savez que tu es là, que tu peux bien. Ça fait 120 ans que tu es là. Alors, donc je continue. Donc, prenons un exemple. Quand j'invite quelqu'un chez moi, il mange chez moi, je suis en train de lui faire acquérir ce que je lui donne à manger. Ah, c'est une acquisition. Il prend une pomme chez moi, je lui fais acquérir la pomme. Ça devrait être assaut. Non. Parce que donner à manger à un juif, c'est une mitzvah. C'est pour ça que c'est moutard. Mais sinon, faire un cadeau, c'est interdit. Alors, messieurs, vous voulez faire un cadeau à vos épouses. Allez, un petit brillant. Je me permets de vous rappeler, mes très chers amis, je parle aux hommes, que tous les Shalosh Regalim, 3 grandes fêtes chez nous, dans votre touva, c'est marqué, vous avez un chiyuv de faire un cadeau à votre femme. Donc, je me permets de vous le rappeler. Donc, le prochain, si vous l'avez oublié à Shavuot, pensez que bientôt c'est Sukkot, donc pensez qu'il faut faire un cadeau à votre épouse. Bon, je ne pousserai pas la chose jusqu'à dire que c'est rétroactif sur les années parce que j'ai peur pour votre bourse, mais c'est comme la CAF, hein, la CAF c'est rétroactif. Donc, il faudrait, donc vous voulez faire un cadeau, revenons à nos Kinyanim, vous voulez faire un cadeau à votre épouse. Vous le mettez dans son assiette, sous la serviette, un petit diamant ou autre chose. Elle aime bien des damiels, quelque chose d'un peu de joli, un petit collier, etc. Elle aime bien. Vous n'avez pas le droit de l'offrir Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait alors? Vous voulez faire la surprise Shabbat? Vous pouvez lui dire la chose suivante. Voilà, on a appris dans la halakha, je ne peux pas te faire un cadeau, je ne peux pas te faire une acquisition Shabbat. Donc, ce cadeau que tu as devant toi, il n'est pas à toi pour l'instant, tu peux le prendre, je te le prête. Et Motsai Shabbat, je te le ferai acquérir. Très fort. Hein. Ou alors, disait Poskim, il y a une autre solution. Si vous voulez absolument qu'elle ait ce sentiment, ce ergesh, que vous lui avez fait un cadeau, que maintenant ça lui appartient, vraiment à elle, que vous ne pouvez plus réclamer, dire c'est à moi, non, c'est fini, c'est à elle, il faudrait lui faire acquérir à l'aider à avant Shabbat. Donc, vous allez chez une autre personne, chez un autre juif, n'importe qui, un autre juif, et vous lui dites, voilà, je te donne cette bague-là, tu es le chaliard de mon épouse. Tu la lèves, au moment où il la lève, elle appartient à mon épouse. C'est exactement comme le héros, je vous explique dans le héros. Une personne qui lève le paquet de matzot et il fait acquérir à tous les gens de l'immeuble une partie de ces matzot-là.
Donc, la bague, elle a appartient à votre épouse avant Shabbat. Donc, quand vous lui donnez Shabbat, elle est déjà à toi. Comment elle est à moi? Eh ben, je l'ai fait acquérir par un chalia. Ah, comment ça se fait? Il faut que ce soit nommé par la femme. On dit Mezakim chez l'Obefanav. Quand c'est un srout, quand c'est un cadeau, on est sûr que celui qui reçoit, il est d'accord. Donc, on a le droit de le faire chez l'Obefanav. Voilà. C'est extraordinaire. Donc, on n'a pas le droit de faire un kinyan pendant Shabbat. Donc, si un jour vous voulez le faire quoi que ce soit, il faut le faire avant, après, il faut trouver une solution. On peut pendant Shabbat. Ce qu'on n'a pas le droit aussi de faire, c'est, toujours dans le même genre, ordre d'idée, c'est faire des mesures, mesurer pendant Shabbat. Vous voulez mesurer quoi que ce soit, des quantités de liquide, etc. C'est interdit. Ah, mais alors comment faire dans un cas où, j'ai dû vous le dire à l'époque de Pessah, que fait-on si j'ai besoin de savoir, je dois manger un kazaït d'afikoman, je ne peux plus rien manger, je veux manger mon afikoman pile. Ou bien vous allez manger du maror, vous voulez peser votre maror. Ça, je vous ai dit à l'époque de Pessah que c'est moutar. Ça s'appelle Medida Shel Mitzvah. Dès l'instant que c'est une mitzvah, on a le droit d'être modèle. Donc, peser le kazaït, peser le révit, mesurer le révit, vous avez un verre gradué, tout ça, c'est permis. Je vais aller plus loin. Quand on mesure, vous savez qu'il y a des doses comme ça qu'on donne aux enfants, une dose de lait, etc., de céréales, et c'est dosé comme ça, il y a des petites marques. Bon, c'est une mesure, ça aussi c'est permis, parce que c'est évident que donner à manger aux enfants, c'est une mitzvah. Et si maintenant, maman, elle estime qu'il y a un besoin de mesurer certaines quantités bien fixes, c'est parfaitement permis. C'est toujours dans le derrière de dire que c'est une mitzvah. Sinon, on n'a pas le droit de mesurer. Je continue. Donc, toutes ces inyanim qui peuvent nous amener à écrire, faire un goral Shabbat. On fait un goral, on fait dimanche ou l'autre jour. Toujours pour la même raison. Quand on fait un goral, c'est tout, on écrit les noms, le zoché, pas zoché. Il y a mille manières de faire un goral. On ne fait pas un goral Shabbat. Agrala, assour. J'élargis ce inyan toujours de peur qu'on soit amené à écrire. Les nous ont mis une agbala dans les bénéfices que pourrait nous apporter Shabbat. Quand interdit est permis de certaine manière. Je vous dis tout de suite. Tout de suite, vous voyez comment j'ai élargi le débat ce soir. On est parti avec l'Amlachat Kotev, on a élargi, et maintenant on arrive au Xéro de Chachamim, toujours Xéra Mishum Kotev. Tout simplement, une personne va travailler, on va dire travailler, un travail parfaitement permis Shabbat. Tout simplement, le papa, il va prendre un cours Shabbat après-midi, la maman, elle prend un cours aussi Shabbat après-midi, et il y a les enfants qui sont à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une babitisseur. Oseret Baït, elle vient chez vous, elle garde l'enfant, elle travaille 1 heure, 2 heures, puis dit c'est, à nous de combien vous payez en Israël, 10 € de l'heure. Ça, c'est un saut. Ça s'appelle Schar Shabbat. On n'a pas le droit. Pourtant, attention, je parle d'une personne qui ne fait aucun issour, qui fait garder des enfants, des mitzvahs. Mais Schar Shabbat, c'est interdit. Il n'y a aucune solution. On ne peut pas prendre une. Donc, je dois demander à la pauvre babysitter de faire de la gratuité totale? Non. Pourquoi non? Parce qu'on peut toujours s'arranger pour faire ce que les poskim m'appellent Schar Shabbat Be'avla'a. Avaler dans un travail plus large. Ça veut dire s'arranger pour que la babysitter, elle vienne, disons, 1 heure avant, elle aide un petit peu avant, ou bien elle reste Motsai et Shabbat un peu, ou bien dans la semaine, elle fait un petit travail chez vous. Et donc, vous faites un forfait. Vous dites, voilà, je te fais un forfait pour le travail shabbatique et le travail. Et bien sûr, dans votre tête, vous comptez le nombre d'heures qui sont faits Shabbat et les autres jours. Pas grave. Mais à Icar, ce n'est pas lui dire 2 heures Shabbat, je te paye 2 heures. Voilà. Srar Shabbat be'avla, Srar Shabbat assour, Srar Shabbat be'avla mutar. Maintenant, je vais ajouter une halakha qui est peu connue. Si vous avez une femme de ménage Shabbat, je dis bien une femme de ménage qui fera des travaux qu'il est permis de lui laisser faire. Quand je vous dis on a une femme de ménage, ça veut dire qu'elle va venir chez vous, vous allumez la lumière, vous éteignez la lumière, vous allumez le feu, c'est pas ça que je parle. Vous passez l'aspirateur, il n'est pas question de ça. Ce que la femme de ménage vient faire chez vous, Shabbat ou Yom Tov, c'est des travaux que vous-même pourriez faire.
faire le lit, passer un coup de balai, faire la vaisselle. Ah, en faisant la vaisselle, elle va tirer l'eau chaude, elle va prendre des éponges. Oui, pas. C'est ce qu'elle veut. Ça, elle fait ça, les data, pour sa nochiout à elle, pour son confort personnel. Mais je pourrais parfaitement, quand je demande à mes enfants de faire la vaisselle, ils font la vaisselle aussi. C'est pas même faire la vaisselle. Seulement, ils s'arrangent de le faire sans, à l'eau froide ou à l'eau tiède, en prenant un peu du concombre, en n'utilisant pas l'éponge, etc. Donc, obtenir de la vaisselle propre, ce n'est pas forcément lié à une melacha. Maintenant, si la goya, la vaisselle, elle utilise des moyens qui chez nous seront illicites, c'est pas grave, elle fait ça pour elle-même. Al da'atatzma i osa. Donc, c'est mouta. Donc, je parle de ça. Femme de ménage qui vient travailler chez vous pendant le Shabbat. Elle vient travailler à l'heure. C'est parfaitement permis avec un non-juif de lui fixer des heures que shabbatiques. Donc, si vous avez une babysitter goy, par exemple, femme de ménage goy, qui fait 2 heures tous les Shabbats que ça, vous avez le droit de lui payer 2 heures pour le Shabbat. Il n'y a pas besoin de les inclure dans un ensemble. Donc, ça, Shabbat pour un juif, ce n'est permis que englobé dans un grand travail, des heures hors Shabbat, et avec une goya, on peut lui prendre des heures à l'heure, il n'y a aucun problème. C'est quand même très pratique, hein, si on a besoin du monde à la maison. C'est très pratique d'avoir quelqu'un qui vienne vous aider. Et quelquefois, on ne peut pas la prendre au mois, on a à l'heure shabbatique. Ceci est parfaitement permis. Voilà. Allez, j'écoute vos questions. Allez, messieurs, mesdames, posez-moi vos questions. Ça doit quand même vous réveiller pas mal de choses que je vous dis là. Allez-y. Moi, j'ai encore une question. Allez-y. Quand, par exemple, on a un gâteau en forme d'étoile ou en forme de petit animal, quand on le coupe, ça ne s'appelle pas détruire la forme, détruire l'écriture? Alors, effacer, aujourd'hui, je n'ai pas encore fait la melacha d'effacer. Hein. Ça sera la melacha que je ferai au prochain shiur. Mais je réponds quand même à votre question. Je vais aller plus loin de votre question. Il y a des pains qui ont une forme de lettre. Ça peut être des fougasses. Vous voyez de quoi je parle? Il y a des pains qui ont une lettre. Hein. Ils font un L. On a le droit de les briser. Parce que quand l'objet en question, le gâteau, le pain, tout ce que vous voulez, a une forme, je ne dis pas que j'efface une lettre. Avant d'être une lettre, ce pain ou ce gâteau, c'est un gâteau. Vous êtes en train de couper le gâteau. Si par contre, sur le gâteau, il y a du chocolat, et sur le chocolat, vous avez des écritures, vous avez l'élément gâteau, et par-dessus, vous avez l'élément chocolat, et sur le chocolat, vous avez écrit des lettres. Les lettres, ce n'est pas le gâteau. Donc, quand vous effacez ces lettres, il y a un problème. Je ne dis pas que c'est assourd, on verra ça après, hein, mais ça s'appelle effacer déjà. On verra que les solutions. Par contre, briser il y a un bête, voilà, j'ai des images d'un pain comme ça qui a une forme de bête, le bête hébreu, on coupe en 3 morceaux, c'est tout, et on distribue, il n'y a aucun problème. Des fois à la maison, on fait des chalotes qui ont une forme comme ça de LED, des youd, des jeux de chalotes, il n'y a aucun problème, madame. Et même la soupe, des fois, les petites pâtes, ce sont des pâtes en forme de lettres. Dans la soupe, on met des petites pâtes en forme de lettres. Pas de problème. Ah, d'accord. Pas de problème. Merci. Voilà. Autre question? Les micros sont ouverts pour les questions. Allez-y, je vous attends. En attendant les questions, il y a une qui me revient comme ça, c'est prendre la température. Autrefois, c'était moutard. Qu'est-ce que ça, la a changé? Elle n'a pas changé. C'est que maintenant, les thermomètres, c'est ou des thermomètres qui vous mettent des lettres et qui vous écrivent des lettres, ou bien des thermomètres électriques. Mais les bons vieux thermomètres d'autrefois au mercure, il y avait le mercure qui montait, c'était vraiment parfaitement permis. Ah, c'est une médida, c'est compté, c'est mesuré, oui, mais si on le fait, c'est qu'il y a un malade. Donc, on a le droit de le faire. Donc, mesurer avec un thermomètre qui n'est ni électrique, ni qui marque des lettres, parce qu'il y a des thermomètres comme ça, quand la température fait qu'il y a des lettres qui apparaissent, qui donnent la température d'ailleurs. Ça, c'est interdit. Allez-y. Toujours dans le lien d'écrire, il est clair, bon, personne ne va le faire, mais le fait de mettre du fard autour des yeux, comme avec un petit crayon comme ça autour des yeux, c'est aussi un guédère d'écrire. Donc, c'est évident que c'est interdit, cette chose-là. Allez-y. Autre question? On boucle la boucle? Personne. Il n'y a pas de questions, a priori.
Voilà. Donc, bah, écoutez, on a, Baruch Hashem, on a pu boucler en 1 heure. Oui, je suis allé un peu vite, mais bon, j'ai tâché de prendre des notes. C'est très bien, c'est très bien. C'est vous, il y a beaucoup de gens qui ignorent, hein, des gens qui font des dessins sur la buée, c'est très fréquent ce genre de choses. Voilà. Je vais vous dire, juste en passant, bon, pour finir, j'ai dû vous le dire dans les shurim précédents, mais comme j'ai eu récemment la Sheila, je vais vous la répéter. Vous savez qu'il est clair que Amiral et Goy, c'est interdit. Amiral et Goy, c'est interdit. Demander à un Goy de faire une melacha, c'est interdit. Mais, Chachamim, ils ont dit la chose suivante, que s'il y a un doute, je vais donner le cas, Amiral et Goy, le fait de demander à un non-juif de faire une melacha, c'est quand ils sont des rabbanan. La Torah n'interdit pas, la Torah, je dis bien, hein, dans le passage qu'on dit dans le Kiddush de Shabbat midi, on dit les magnes noirs, shorachat, vechamocha, ton bœuf, ton âne, ton esclave, etc. C'est pas marqué le Goy. Goy, il est indépendant. Donc, si un Goy fait un travail pour moi, ce n'est pas assour minatora, c'est un assour midarabanan. Donc, quand on a un doute, on a un klal, on a une généralité comme ça, que quand on a un doute, pas toujours, il faut faire attention, hein, mais très souvent, on va dire, quand on a un doute dans un din qui est midarabanan, qui n'est pas minatora, on est mekid. Et je vais vous donner un cas très, très, très fréquent. Ben Hashmashot, ça veut dire à partir du moment où le soleil s'est caché derrière l'horizon, jusqu'à l'apparition des étoiles, là c'est la nuit. Et une tranche de temps, ça dépend des endroits. En France, c'est un peu plus d'1 heure. Hein, c'est un peu plus d'1 heure, on a entre le coucher du soleil et la nuit. Le soleil peut être couché derrière l'horizon, mais il fait encore très clair. Hein, le soleil darde ses rayons vers le haut, c'est encore très clair. Ensuite, doucement, doucement, le soleil se couche et commence à faire noir. Ça s'appelle Ben Hashmashot, entre les deux soleils. C'est-à-dire entre la disparition du soleil et l'apparition de la lune. C'est une expression imagée comme ça. Comme c'est ce moment, cette tranche de temps, c'est Safek Yom, Safek Laïla. C'est un doute si c'est le jour ou la nuit. Dans la mesure où c'est un doute si c'est le jour ou la nuit, demander à un non-juif de faire un travail pendant ce moment-là, c'est finalement un Safek des Rabbanan. Eh bien, dans ce cas-là, les Tzorech Mitzvah, je dis bien les Tzorech Mitzvah, on peut demander à un goy de faire n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Messieurs, mesdames, vous avez allumé vos bougies. Depuis l'allumage des bougies, quelques minutes après, ça va être la shkia, ça va être la coucher du soleil, jusqu'à la nuit. La nuit, on va dire 10 minutes avant. En général, on est mahmir d'aller un peu plus loin. On va dire 10 minutes avant la sortie de Shabbat. Hein, regardez vos calendriers, ça dépend des calendriers. Ça vous fait une belle tranche. Je ne sais pas combien on arrête, mais en France, on a une bonne heure. Une bonne heure. Si vous avez besoin de demander à un goy un besoin de Shabbat, c'est mouta. Énorme. On a oublié de brancher la plata. La plata a été branchée, c'est débranché brutalement. Le compteur de la maison, il a sauté. Les toilettes n'ont pas été allumées. La chambre à coucher, la salle à manger n'a pas été allumée. La chambre à coucher, vous allez dormir, elle est allumée. Il faut l'éteindre. Tout ça, c'est permis de demander un goy. Tout ce que vous voulez. Dès l'instant que c'est le Tzorech Mitzvah, avoir la lumière, éteindre la lumière aussi, c'est le Tzorech Mitzvah. Pouvoir dormir tranquillement, c'est le Tzorech Mitzvah de Shabbat, mais une fois de Shabbat. Donc, retenez cette halakha, c'est un qui est très, très, très intéressant, très pratique, que tant que la nuit n'est pas arrivée, il peut demander un goy. Et regardez où je vais maintenant. Je vais plus loin. On n'est pas vendredi, on est Shabbat. Shabbat même, Shabbat après-midi. Je suis en train de donner un shiur, ça m'est arrivé récemment. Je donne un shiur en fin d'après-midi, on a fini mincha, on commence le shiur. La lumière a été éteinte, il fait sombre. Pas question d'allumer la lumière. Puis à un moment au milieu du shiur, il y avait le gars qui s'occupe de notre chou là-bas. Il dit, s'il te plaît, allume la lumière. Il allume la lumière, on peut continuer le shiur. Les gens m'ont dit, mais comment ça se fait que vous avez demandé? Il dit toujours, c'est interdit de demander au gars d'allumer la choule. Je leur ai dit, regardez votre montre. J'ai attendu l'heure du coucher du soleil. C'est 18 minutes en France. Hein, je ne sais pas comment c'est en Eretz. En France, c'est 18 minutes après l'allumage des bougies. L'allumage des bougies, c'est 9h30. 9h48, 10 minutes après, c'était le coucher du soleil. À 9h49, j'ai demandé au gars d'allumer. Vous voyez comment ça se fait? Parce que maintenant qu'on est après le coucher du soleil, c'est une zone, même que c'est Shabbat même. Ce n'est pas Erev Shabbat, c'est Shabbat même. À partir de là, tomber le coucher du soleil, on peut demander à un gars de faire une melacha quand on a besoin. C'est marqué dans Admour Hazaken, il dit clair. Dans le Shulchan Aruch, il met entre parenthèses que le rajout que je viens de mettre.
il permet Ben Hashmashot, bien sûr, mais il dit le Ben Hashmashot de Shabbat même, proche de Motza et Shabbat, il dit entre parenthèses, c'est permis aussi. Et quand il dit des mots dans une parenthèse, le Chabad, on tient qu'il faut lire les mots qui sont dans la parenthèse. Donc, dans les mots de la parenthèse, même le Ben Hashmashot de Shabbat même, il est considéré comme un temps de Safek et on a le droit de demander au Galilée. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Énorme. Des fois, on est dans l'obscurité. Les gens sont chez dans l'obscurité. La lumière s'est éteinte, les minutes ont éteint, on voudrait allumer. Eh bien, sachez que si on a dépassé la Shkia, on peut demander au God d'allumer la lumière quand on a besoin pour faire des chichit ou d'autres. Voilà, on a fini. On continue doucement les Mlachot Shabbat. J'espère qu'au bout de quelques shiurim, on aura bouclé à peu près la boucle. N'hésitez pas, hein, j'insiste beaucoup, n'hésitez pas à marquer vos questions, me les envoyer ou par Gérard ou bien au shiur d'après. Il y a Madame Calfon là qui pose une question. Madame Calfon, lève la main. Allez-y, Madame Calfon, vous pouvez parler. Elle a levé la main. Allez-y, j'écoute. Oui, voilà. S'il vous plaît, si par exemple j'allume les bougies de Shabbat et je me rends compte que j'ai oublié d'allumer la lumière de la salle à manger, est-ce que je peux, j'ai fait la bracha et tout, je suis toute seule là à la maison, est-ce que je peux allumer les bougies, est-ce que je peux allumer la salle à manger? Vous parlez de demander à qui, madame? À moi-même, est-ce que moi je peux le faire? Alors, je vous dis, madame, le minag, j'ai eu l'occasion d'en parler, le minag, d'après Shulchan Aruch, un usage, mais un usage qu'on est tenu à cet usage, sauf dans des cas très, très spécieux dont j'ai parlé il y a 2 semaines, qu'on fait un tna, etc. Mais normalement, une femme qui allume les bougies, elle ne peut plus faire des melachot. Par contre, vous avez le droit de demander à d'autres personnes de votre famille, si vous avez des filles à la maison, ou des garçons, qui n'ont pas encore... Non, il n'y a personne. Donc, vous pouvez demander à quelqu'un d'autre, votre mari, si votre mari est là, vous lui dites... Non, il est parti, par exemple. Il est parti à la choule, je suis toute seule. Pardon? Si je suis toute seule à la maison. Non, si vous êtes toute seule, c'est non, toute seule, une fois que vous avez pris le... J'attends de 19 minutes. Il faut que j'attende 19 minutes et je vais chercher un goy. Voilà. Avec le goy, il n'y a pas de choix. Mais vous ne pouvez pas allumer. Si vous avez pris le... Merci. Vous avez allumé. La Adlakat Nerot, pour une femme, ça coïncide avec la Kabbalah de Shabbat. Mais ça veut dire, même si on fait rentrer Shabbat plus tôt, les 18 minutes, ils comptent ou pas, non? Ils ne comptent pas les 18 minutes. Non, ça n'a aucune importance si on fait le Shabbat plus tôt. Si une femme allume les bougies, bien sûr après le plag, attention, avant le plag, ça ne vaut rien. Le plag en France, c'est 8h, 8h15 maintenant, je ne sais pas, en RS, je crois que c'est beaucoup plus tôt. Alors, on peut allumer les bougies qu'à partir du plag. Mais une femme qui allume les bougies après le plag, elle prend Shabbat. Encore une fois, il y a des exceptions, mais vraiment, c'est tout à fait exceptionnel. En plus, il faut prendre Shabbat dans les 10 minutes. J'ai fait tout une arichout il y a quelques semaines. C'est que à partir du plag On peut allumer, oui. Avant le plag, ça ne vaut rien. C'est bracha levatala, vous n'êtes pas quitte. Attention, hein. Je ne parle pas de la shkia, attention, ne confondez pas le plag et la shkia. Non, je sais, je comprends. Plag à mincha, ouais, d'accord. Voilà, plag à mincha, avant plag à mincha, c'est rien. C'est comme si vous allumez à midi. Donc, ça ne sert à rien. Mais à partir du plag, on allume. Si une femme, elle allume, elle prend Shabbat, elle ne peut pas faire autrement. Par contre, bien qu'elle a pris Shabbat, c'est intéressant, elle peut demander à un autre, à son mari ou à ses enfants de faire un melacha. Amiral et Yehudi, c'est mouta. Parce que pour les autres, ce n'est pas encore Shabbat, donc il n'y a aucun problème de lui demander. C'est-à-dire que si à la choule, ils font le Harvit, ils doivent le faire à Plag à mincha, s'ils veulent faire Harvit en communauté, à 10. Ils ne doivent pas faire avant Plag à mincha, alors, ça veut dire. Ah, mais c'est évident, ça le Harvit avant Plag à mincha, ça vaut rien. Ah, je savais pas, je sais ça. Ah, mais je vais aller plus loin. Vous avez fait Harvit avec Kriyat Shema avant le Plag, vous recommencez toute la tuila, tout. Peut-être pas les Choneranena, parce que, bon, on dit dans l'après-midi, il a que les Shabbat, mais c'est évident que le Kriyat Shema, la tuila et tout ça, il faut tout recommencer. Ok. Je suis rassuré. Il y a des gens qui ignorent cette chose-là. Hein. Non, je suis rassuré parce que à chaque fois, ils font à 8h moins quart, je sais, dans ma communauté. Donc moi, à chaque fois, je dis, ouais, il faut allumer vers 8h15, je prends une demi-heure, quoi. Mais je ne savais pas que c'était par rapport à la Gamintra et tout. Vérifiez quand même, hein, vérifiez, parce que c'est là. Mais je crois que c'est maintenant, c'est 8h10, 8h15, à peu près. Ok, d'accord. Une dernière question. Allez-y, je suis en position. Quand vous avez dit qu'on a le droit de marcher avec des chaussures qui font des traces sur la terre,
Oui. Parce qu'il y avait, moi, toujours on dit, si tu tires un banc lourd sur du sable, c'est pas bon parce que ça fait des sillons. Est-ce que ça se contredit pas? Madame, de faire quoi De tirer un banc lourd sur de la terre, il y en a qui interdisent parce que ça fait des sillons. C'est pas en contradiction avec madame, les chaussures. Dans votre phrase. C'est interdit parce qu'on fait des sillons. Et faire un sillon, c'est interdit à cause de Choresh, à cause de labourer. Ça n'a rien à voir avec Kotev. Vous voyez? L'interdiction de faire un sillon, parce que c'est quoi labourer? Labourer, c'est creuser la terre. Oui. Creuser la terre, la rendre plus molle. Ça, c'est oui. Moi, je ne parle pas de ça. Quand vous marchez sur du sable ou sur de la boue comme ça, vous n'êtes pas en train de labourer. Vous êtes en train d'essayer de tracer, c'est tout. La terre, elle n'est pas labourée quand vous marchez sur du sable. Seulement, on les détrace et ça, c'est permis. D'accord. Vous avez compris la différence, oui? Oui. Voilà. C'est la mlacha de labourer, donc c'est écrire. Dans écrire, c'est pas une écriture. Une écriture qui s'en va tout de suite, donc pas de problème. Effectivement, maintenant, si vous avez un jour travaillé dans votre jardin, la première chose que fait le travailleur, hein, il vient, il retourne la terre. Retourne la terre, c'est faire des sillons. Effectivement, ça c'est un saut. Allez-y, autre question? S'il vous plaît, vous m'entendez? Oui. Oui, ok. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas justement à quelle heure on doit faire rentrer Shabbat. Alors, j'ai déjà demandé au Rav Abichid, j'ai eu la réponse et tout, mais j'ai de la famille à moi où je leur ai expliqué qu'ils ont du mal à comprendre, quoi. Alors, il m'a expliqué qu'en fait, quand dans la synagogue, elle prend Shabbat, alors c'est Shabbat pour toute la ville. Oui. C'est ce qui se passe dans ma ville, c'est pour ça que moi j'ai posé la question par rapport à. Alors là c'est tout à fait une autre question. Moi, je parle de manière normale, on prend Shabbat quand on allume les bougies. C'est évident. Maintenant, il y a une autre question tout à fait à part. Chez Chabad, normalement, je veux dire, l'immense majorité des cas, on n'a pas ce problème-là, parce que chez Chabad, Bismano, on prie la nuit. Donc, le minyan Chabad prie la nuit, donc on est tenu à rien. On est tenu à allumer à l'Ashkia, enfin 18 minutes avant l'Ashkia. Maintenant, vous parlez du cas suivant. Je connais des villes, effectivement, voilà, une banlieue parisienne. Hein, on va chercher n'importe quel bon Dieu. Villeneuve-Saint-Georges. Allez, vous avez un petit village en Eretz Israël comme ça, ou je ne sais pas, dans un kibbutz, on va dire, dans un moshav, on va dire. Il n'y a qu'un seul minyan. Et ce minyan, il prend Shabbat après le plag, bien sûr. Avant le plag, ça ne boit rien. Il prend le Shabbat après le plag. Et la Keïla, il y a une seule Keïla, une seule communauté, une seule choule. Alors, tout le Tzibour est tenu de prendre Shabbat à l'heure où le Tzibour dit le Mizmor chez le Shabbat. Bon, il y a des discussions là-dessus, mais en général, quand ils disent Mizmor chez le Shabbat, tout le monde doit avoir allumé des bougies. C'est la raison pour laquelle il y a des choules, où le Rav, c'est quelqu'un de sérieux, de carré, il donne toujours en début d'année un calendrier où il écrit nous disons à la choule, Mizmor Shelom Shabbat, Shabbat Parashat Korach à telle heure, Shabbat Balak à telle heure, ce qui fait que les dames qui allument, elles savent l'heure qu'elles n'ont pas le droit de dépasser, qui n'a rien à voir avec qui n'a rien à voir avec la sortie des États, rien à voir. C'est pas le cas chez moi. Hein. Effectivement, ça c'est très bien, pas de problème. Si dans une chose comme ça, il y a des rabbins sérieux qui le font, et donc on a un calendrier particulier pour la communauté, aucun problème. J'ai connu ça avec les bains, j'ai connu ça, enfin, c'est tout. On s'arrangeait. Et d'ailleurs, quand le Tzibour priait un peu vite, le Rav disait, des fois il s'arrêtait, il dit je vais faire une petite dracha parce qu'on ne peut pas faire mise manche dans le Shabbat, il y a des femmes qui n'ont pas encore allumé. Vous voyez? Il s'arrangeait comme ça avec sa Keïla. Bon, sachez que c'est un cas particulier, je ne veux pas dire rare, c'est pas rare, mais c'est assez particulier. Parce que selon les endroits où vous vivez, il y a très souvent plusieurs minyanim. À Paris, il y a plusieurs minyanim. On ne peut pas dire que maintenant tel est soumis à tel. Ce à quoi vous êtes soumis, c'est la choule dans laquelle le mari va prier. Si le papa il va prier à telle choule, et dans cette choule on prend Shabbat à telle heure, tout le monde doit suivre. Vous voyez? Mais s'il y a deux choules, on ne peut pas dire ils ne sont pas obligés de prendre le Shabbat comme la choule qui prie le plus tôt, pas du tout. C'est la raison pour laquelle très souvent, je
je connais beaucoup de gens qui disent, moi, je prie chez Chabad parce que je suis tranquille, là, je peux prendre le Shabbat le plus tard possible. Et c'est énorme, hein, parce que faut savoir une chose, c'est qu'il y a des gens qui sont en voyage, qui viennent de train, etc. Donc, jusqu'à 9 heures, ils sont encore dans le train. Et il y a des choules, et ils ont déjà fini à Arvit, ils sont déjà en train de manger. C'est amusant d'ailleurs, on croise des gens qui sortent déjà de la choule, ils disent Shabbat Shalom, et nous, on est encore en voiture. C'est des choses qui arrivent. Donc, pour répondre à votre question, cette halakha qu'on est soumis au minyan de la ville, c'est quand il n'y a qu'un seul minyan, et que le monsieur, il va à ce minyan-là. Qu'il y va ou pas, ça ne change pas. S'il n'y a qu'un seul minyan, on est tenu à son minyan. Maintenant, s'il y a plusieurs minyanim, c'est vous qui décidez à quel minyan vous allez, et cette kviout-là, cette décision-là, elle fait que vous êtes soumis à leur heure d'entrée, ou disent Mizmor Shalom Shabbat, et donc vous êtes soumis à ça. Une question de Madame Lauri. C'est clair? Ok, une petite question. Donc la personne, elle devrait téléphoner au rabbin en lui demandant à quelle heure vous faites Mizmor le Yom Shabbat. Exactement, le minyan. Je dis bien si c'est votre minyan, madame, ou le minyan de votre mari. Oui. C'est votre minyan. Non. D'ailleurs, entre vous et moi, madame, pour moi, c'est une grande avla que les gens qui fréquentent, que le rav n'ait pas distribué un papier là-dessus. C'est obligé. Si maintenant il y a des variations d'une demi-heure, il faut absolument que ça arrange avec les gens qui fréquentent sa choule. Dans les choules, ça affiche en général. Ici, on prend Shabbat à telle heure. Les gens le savent. En général, c'est comme ça. Autre question? Bon, alors si on boucle, donc Bezat Hashem. Alors, la semaine prochaine, on va reprendre. Je ferai donc la mlacha, le contraire de Kotev, c'est Mochek. Ça ira un peu plus vite. Donc, et là, on va parler donc, de la Sheila que tout le monde a, si j'ose dire, les crackers avec des écritures, Osem des écritures dedans, des écritures qui sortent, qui sont enfoncées, bon anniversaire avec de la crème sur un gâteau, est-ce qu'on a le droit de parler? C'est une Sheila qui est toujours demandée. On va tâcher de la développer la semaine prochaine. Donc, messieurs et mesdames, bonne étude. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rabbi. Je ne vais pas répéter ça chez vous. Ça fera Divrei Torah al Shulchan. Bonne soirée. Amen. Chazak ubaru. Merci. Allez, à bientôt, hein, tout le monde. Voilà. Voilà.